Aujourd'hui, où certains disent que l'on connaît une crise civilisationnelle, où l'on parle de wokisme, c'est-à-dire faire table rase des cultures, avons-nous des leçons à tirer d'une autre catastrophe survenue il y a 5 siècles, celle infligée au monde précolombien? Après 500 ans d'acculturation, un euphémisme pour voiler un ethnocide et génocide, ne restait-il rien des cultures indiennes préhispaniques, sinon des ruines et quelques manifestations folkloriques dignes tout au plus de distraire les touristes? J'espère vous faire découvrir durant cette conférence, bien que nous n'aurons que le temps de les effleurer, certaines survivances, comme les connaissances populaires de la médecine des plantes, de la météorologie, de l'astronomie. Nous allons tenter de retrouver dans ce voyage les traces de cette pensée oubliée des époques Inca et pré-Inca. Il y a plus de 16 000 années, au moment d'une glaciation, vous le savez, commença l'odyssée des tribus asiatiques arrivant par le détroit de Bering, migrant par vagues successives vers les territoires qui seraient ensuite ceux des Peaux-Rouges nord-américains, ceux des Olmecs, Mayas et Aztèques en Mésoamérique, puis de l'Amérique du Sud, pour n'en citer que quelques-uns. Les recherches génétiques en particulier ont montré donc qu'une mutation mitochondriale d'adaptation au froid se retrouvait chez les peuples sibériens autant qu'amérindiens. Des recherches récentes des ADN chez les peuples polynésiens des îles Marquises, Fatou-Ivoire, ont révélé l'existence de porteurs de gènes amérindiens de même que celles de gènes polynésiens chez des peuples colombiens au moins depuis le XIIe siècle de notre ère, prouvant des échanges migratoires entre ces territoires. L'immigration vers le sud de ces peuples donne origine aux cultures régionales, Tiahuanaco, Nazca, Araucan, et aux empires Chavine, Wari et Inca. Ces tribus cherchaient sans cesse de nouveaux territoires de chasse et de cueillette dans les forêts, les plaines nord-américaines et les jungles amazoniennes, puis sur les montagnes andines. Leur adaptabilité génétique au froid explique peut-être leur choix de ces régions plutôt inhospitalières. Ces territoires étaient celui du jaguar. Ainsi naquit le peuple jaguar de Tiahuanaco, près du lac Titicaca, la roche de plomb en quechua, associé au jaguar dont la robe métallique évoque la couleur de ce plomb, de ce métal. Le jaguar, animal qui chasse la nuit, l'Indien lui attribue une qualité solaire, la flamme de ses yeux brillants et la lueur du soleil qu'il emporte avec lui dans la nuit dès le crépuscule. C'est la divinité féline sculptée sur le fameux portique de la Porte du Soleil à Tiahuanaco. Les rayons solaires émanent de la tête du félin, ses yeux lancent des lames de feu et des larmes de grêle, Choquechinchay en quechua. Ces félins sont transformés en alliés à travers des rituels par les tribus pour écarter la terreur. L'icône féline devient alors la protectrice des cueillettes et des troupeaux. Alfonsina Barrionuevo raconte la légende suivante de la création dans son livre Cusco Mágico. Il fut un temps où le soleil n'illuminait pas la terre. Des hommes étranges vivaient alors, capables de déplacer les roches à volonté en les roulant pour transformer les montagnes en plaines d'un seul coup de leur fronde géante. La lune irradiait d'une pénombre, éclairant à peine ces êtres appelés Ñaupamachus, les très anciens. Un jour, Viracocha, le créateur universel, convoqua les Machus pour leur offrir ses pouvoirs. Plus tard, le dieu, en colère contre ces êtres qui l'offensent en le dédaignant, crée le soleil et ordonne son lever. Le soleil, jaloux de la lune, prend une poignée de cendres et les jette à la face lunaire pour faire pâlir sa splendeur. Aveuglés par la lumière, les Ñaupamachus se réfugient dans leur tanière, mais la chaleur de l'astre dessèche leur peau collée aux os. Par ce grand incendie primordial,
Viracocha en termine ainsi avec l'âge obscur et pétrifie ces êtres primitifs. Ils sont condamnés désormais à survivre dans les grottes et les anfractuosités des monts. Cet incendie destructeur, mythe commun à tous les peuples amérindiens, on le retrouve chez les premiers Mayas dans le livre du Popol Vuh, des Mayas Quichés. Pas étonnant, dans leur migration transaméricaine, ces peuples ont tous croisé l'un de ces incendies dévastateurs des forêts et des savanes. Commence alors l'âge de l'agriculture et le règne incontesté de Viracocha. Sous les cimes divinisées, les Apus, il crée un couple pour peupler la terre, un homme et une femme remplis de sagesse. L'empire inca légendaire commence ainsi avec le couple primordial, descendant du soleil et de la lune, Mama Oclocoyari et Manco Cápac Incari, fondent la capitale Cusco, l'ombilic du monde. Les quelques machus qui ont survécu deviennent les Sojas, des êtres momifiés qui vivent dans les cavernes et viennent tourmenter les vivants. Ils se réincarnent parfois dans les ânes poilus sur la puna. C'est alors que Viracocha enseigne aux humains comment construire des canaux d'irrigation et des terrasses agricoles, les remarquables andaines qui déterminent le développement des civilisations andines sur les hauteurs les plus arides. Historiquement, elles apparaissent sur les pourtours du lac Titicaca, puis se diffusent sous tout l'altiplano andin. Les jardins suspendus de Morailles, avec cette série d'andaines circulaires dans un cirque montagneux, avaient des canaux d'irrigation préservés depuis plus de 500 ans. C'était peut-être un exemple de pépinière ou de serre pour culture expérimentale de plantes destinées aux Incas, comme le maïs moté avec ses énormes grains, la quinoa, le yucco et le tarwi, lupinus, et d'autres céréales locales, les 400 espèces de pommes de terre, les fleurs Panti, Quantu. Les agriculteurs ainsi succèdent donc aux nomades pasteurs et chasseurs-cueilleurs. On retrouve les bergers de guanacos et lamas et les chasseurs avec des bolas, une arme lancée comme une fronde que les gauchos d'Argentine utilisent toujours pour attraper le bétail. Ces nomades deviennent donc alors les maîtres de caravanes, de lamas, qui assurent le transport des excédents agricoles et le sel, des immenses lacs naissant de résurgences volcaniques sur l'altiplano. Les voies incas s'étendent sur plus de 5000 km dans l'empire des quatre angles, le Tawantinsuyu. Vous pouvez rencontrer les descendants de ces porteurs dans la communauté de Huilok, qui assure encore aujourd'hui les transports des bagages des touristes sur la voie Inca vers Machu Picchu. On aborde ainsi l'âge d'or Inca, peint sur cette fresque de Juan Bravo, symbolisée par la trilogie andine du félin, de l'éclair serpent et du condor. Cet âge d'or est l'empire de la paix, des aliments contre la faim, de la tolérance religieuse et du culte des ancêtres représentés par les huacas, momies et fragments de céramique. La vie montagnarde dans les Andes comme dans les Alpes ou les Pyrénées impose une vie frugale, rude, un esprit solidaire et communautaire, un tempérament guerrier qui a su s'imposer aux populations côtières plus individualistes et nonchalantes durant les périodes en particulier. Aujourd'hui, l'élite intellectuelle et politique de Cusco se réclame de cette idéologie et voudrait ressusciter l'âge d'or Inca. Rêve utopique peut-être, mais une alternative pour un modèle de développement très éloigné de la globalisation occidentale. L'unité de cet empire Inca est l'Ayllu, la communauté andine traditionnelle qui s'étage comme celle des Queros par exemple, communauté vivant près de Cusco, sur 3 zones. La montagne pour les lamas, l'altiplano pour la culture et parfois le piémont amazonien pour la cueillette des fruits tropicaux et la recherche de l'or.
On y respecte l'égalité entre l'homme et la femme qui travaillent coude à coude dans les champs. L'homme ouvre la terre avec la chakla, une pioche indigène, et la femme plante les semences. Dans les beuveries des fêtes aussi, les épouses ne sont pas en reste. On est en présence d'une civilisation de la réciprocité avec les dieux et entre les humains. Il faut édifier des ponts entre le monde des vivants et les mondes invisibles, les esprits et les ancêtres. Depuis les temps les plus anciens, l'homme agriculteur ou éleveur montagnard, dès l'aube, consulte le ciel. Il se fait astronome et examine les astres pour savoir ce que lui réservent les éléments naturels et pour prévoir le climat. Il étudie le mouvement des astres par rapport au soleil, l'être divin. Cela devient une pratique traditionnelle pour le montagnard comme l'agriculteur d'observer les étoiles et les constellations il s'attache, comme les anciens, à définir la sortie héliaque des astres, c'est-à-dire leur émergence à l'horizon ouest, juste avant le soleil, à l'aurore. Vous pouvez imaginer que les constellations de Mandin n'ont rien de commun avec les nôtres, héritées des mythologies assyro-babyloniennes et grecques. Mais faisons une digression sur cette cosmogonie andine, une survivance du monde préhispanique dont je vais vous montrer des exemples. La Voie lactée, parce qu'elle est facilement observable, revient dans tous les mythes cosmologiques du monde comme l'instrument chronographique par excellence pour organiser les calendriers célestes et les rituels agricoles. Vous allez découvrir avec elle le pont, la connexion de l'humanité andine avec le supramonde, Ranan Pacha. La rivière Mayu, le chemin du lama, est la frontière entre les mondes. Le serpent mythique Amaru, à 2 têtes, apparaît ici près du cactus hallucinogène San Pedro lors d'une séance de divination. Il représente aussi cette voûte céleste, une force destructrice qui s'agite sous la terre et fait crouler les montagnes. Il figure toujours sur les linteaux des portes incas pour faire fuir les mauvais esprits. L'arc-en-ciel, de la couleur de la bannière inca, que la ville de Cusco brandit toujours, possède 7 bras de lumière et un œil malin, le terrible Cuchi. Il représente un autre chemin de communication avec le monde d'en haut, Ranan Pacha, et les dieux. Une légende prétend que l'arc-en-ciel ait le pouvoir de féconder les donzelles solitaires qui croisent son feu et se retrouvent enceintes. Une pratique assez intéressante pour expliquer les enfants adultères. Les échelles sculptées en figuration de l'éclair sur les stèles remparts d'Ollantaytambo, dernière résidence d'été des Incas et des nobles Panacas dans la vallée sacrée, sont un pont chacana vers l'équateur céleste. Elles sont un symbole de pouvoir et encore un nouveau mode d'échange avec les mondes surnaturels. À Cusco, les 2 bras de la rivière céleste confluent vers le nord. Nous sommes dans l'hémisphère sud, avec des figures inversées, ne l'oubliez pas. Les eaux s'écoulent en aval de la montagne cosmique, le Pachatusan, qui veut dire en quechua le pilier du ciel. Tusan, ce sont les poteaux de soutien des maisons. C'est aussi sur le Pachatusan que se lève le soleil, derrière l'église de la Campagna jésuite. On retrouve tous les éléments que je viens de vous citer sur la cosmogonie dessinée par Salcamaga Pachacuti au XVIe siècle, comme représentation d'un disque en or qui figurait sur les parois de Coricancha, le temple du soleil, avant la conquête. Les Espagnols, bien sûr, ont fondu tous ces objets en lingots, une forme d'extirpation des idolâtries qui rapportait gros aux conquérants. Mais attardons-nous un peu sur cette image. Mes amis de l'Académie quechua de Cusco m'ont certifié son authenticité, fidèle aux traditions incas. Le dieu Viracocha siège au centre, dans cette forme ovale, la matrice ou l'œuf cosmique. Il lance ses foudres quand il déchaîne son tonnerre et l'éclair, il n'y a pas. Le couple
primordial apparaît sur l'axe de symétrie, le long de l'équateur céleste, ainsi qu'il traverse les Tres Marias, la grande manade d'animaux pour les Incas, flanquée du dieu soleil Inti et de la déesse lune Mamaquia. L'arc-en-ciel couvre la voûte céleste au-dessus de la terre Pachamama. Le flux des eaux célestes est important à noter. Les rivières célestes, le Pilcomayo, le Puquio et la mer Mamacocha, coulent entre les nuages brillants du ciel et débouchent près de la croix du Sud, où elles forment l'écume du choc zénithal. C'est là que nous regardons le point le plus lumineux de notre galaxie, et que se trouvent les constellations andines connues sous le Lama Yacana et la Renarde céleste. Elles correspondent aux taches obscures situées sur la Voie lactée, bien visibles en octobre dans l'hémisphère austral. Le mythe nous conte que le lama noir, avec ses yeux brillants, Nayanoin, doit boire toute l'eau de l'océan Pacifique dans la source céleste pour uriner ensuite les pluies au moment des semailles. Relevons au passage la fonction vitale attribuée par les anciens au régime des pluies sur la terre, comme nous le reconnaissons aujourd'hui. C'est pourquoi se célébrait en décembre la fête Capacocha, veut dire mère du roi en quechua, avec des sacrifices aux Huacas et une procession des momies royales pour soutenir le lama noir dans cette bataille et maîtriser les inondations. On comprend mieux ce phénomène quand on pense au cataclysme déclenché par le Niño, qui se répète de façon cyclique depuis les époques préhispaniques. On sacrifiait des lamas, mais aussi des enfants. Vous vous souvenez de cette momie congelée d'enfants qui avait fait sensation, retrouvée au sommet d'un volcan de 6000 mètres? Aujourd'hui, on a retrouvé une vingtaine de jeunes filles sacrifiées dans les mêmes circonstances. Ne soyons pas surpris, l'Empire Inca se construit autour de la prière. C'est une affirmation qui semble audacieuse, mais pas si on considère que ces sacrifices étaient une invocation portée jusqu'aux divinités par les âmes des enfants sacrifiés, comme émissaires, pour arrêter le désastre. C'était aussi une conjuration de la peur que le Créateur veuille abandonner ses créatures. Les peuples andins étaient terrorisés devant les éclipses. Ils croyaient, comme beaucoup d'autres peuples premiers, que le soleil et la lune pouvaient mourir, comme la chute de l'astre pouvait le faire craindre avant les solstices d'hiver. Je vous propose d'ailleurs une brève oraison à Wiracocha, relatée en 1613 par Pachacuti Yamki, l'auteur de la carte cosmogonique, pour vous faire entendre la musique de la langue quechua, qui est à la fois onomatopéique et métaphorique. Ah, Wiracocha tiki kapak, my pink anki, Hanan Kosha Mantarayak, Hurin Kosha Tiyankaya. Ce que veut dire, ah, Viracocha, premier arpenteur géomètre, où es-tu? Depuis la mer au-dessus de nous, jusqu'à la mer à nos pieds, tout est ton trône. La poésie de la langue quechua, héritée des âges où l'homme comprenait encore la langue des animaux, apparaît encore dans les noms de ces villages et hameaux. Comme vous le savez, une langue est l'âme de son peuple. Elle est aussi la gardienne de son imaginaire qu'aucune inquisition ne peut extirper. Comme exemple, écoutez Wakan Waiku, la gorge qui pleure, Inti Pampa, la plaine du soleil, Winai Waina, la jouvence, Ancash Marca, le nid des condors, Fuyupatamarca, le village sur les nuages. Voilà un endroit où les artistes, où chacun d'entre nous aimerait bien vivre. À Cusco, les directions cardinales croisant le temple du soleil passent sur l'axe est-ouest, entre la cathédrale chrétienne et le mont sacré Pachatusan des Incas. L'axe nord-sud s'oriente vers l'ascension de la Croix du Sud. Le Coricancha, cela veut dire l'enceinte d'or,
était le cœur des 4 provinces du Tawantinsuyu, dont la grande muraille elliptique a ses terrasses orientées au sud-ouest, vers le soleil. C'est pourquoi Cusco est l'ombilic du monde, dans la paume de la montagne cosmique. Les prêtres incas multipliaient les rituels à l'occasion du lever de soleil, au solstice d'hiver, en juin. Nous sommes dans l'hémisphère sud, ne l'oubliez pas. C'était, et c'est toujours l'Inti Raymi, la fête du soleil, que l'on célèbre aujourd'hui comme le Corpus Christi, Inquisition oblige. Mais dans l'esprit des Amérindiens, il n'y a aucune équivoque. Il faut encore souligner que ce Vilcamayu céleste est le Vilcanota ou Urubamba, la rivière qui traverse la vallée sacrée près de Cusco, où coulent ces limons couleur de cendre en dégageant des vapeurs, rivières auxquelles sont associés au fleuve de feu originel dans le ciel, la Voie lactée. Et voilà la boucle refermée qui fait de nouveau de Cusco l'ombilic du monde. Vous voyez que tous les chemins ne mènent pas à Rome. La papauté et l'Inquisition avaient oublié les routes incas. L'histoire andine se déroule par cycles, les Pachacútec. Comme l'historien péruvien Pablo Macera les décrit. Après l'âge d'or inca que nous venons de parcourir, le mauvais comportement des hommes, leurs vices et leur manque de vénération irritent à nouveau profondément le dieu Viracocha. Il décide d'abandonner la terre à son sort. A-t-il dépêché l'instrument de son châtiment, fléau du destin, le capitaine Pissarro, en chemin vers son palais céleste? Où croyez-vous que le dieu se dirige? Évidemment, il emprunte la Voie lactée, qu'il croise sur un pont Chacana, une partie de notre croix du Sud. Son départ est la répétition cyclique du mythe qui parlait de l'âge des guerriers, déjà en l'année 640 de notre ère, quand le monde andin fut détruit par une inondation colossale, déjà due au phénomène d'El Niño. Au XVe siècle, l'empire inca paraissait à son zénith, mais à l'heure où le dernier inca Huayna Capac gisait sur son lit de moribond, se préparait la pire des luttes fratricides entre ses deux héritiers. Une guerre civile éclate entre les factions des familles royales de Cusco et celles de Quito. Cela explique la révolte de peuples sous le joug inca, comme les Cañaris, qui joignent leurs 3000 guerriers à la petite troupe de 180 Espagnols pour la bataille puis le sac de Quito en 1534. Le Tawantinsuyu, l'empire des 4 angles, subit alors la conquête par les hommes blancs appelés Viracocha, du nom du dieu, qui veut dire aussi écume ou sébum de la mer. Ils en terminent avec la tyrannie de l'usurpateur Atahualpa, pense-t-il, qui sera tué après avoir livré un colossal trésor en or qui ne lui épargnera pas malheureusement le supplice infamant du garrot à Cajamarca. Durant la fête de sang, Yawar Fiesta, le titre d'un roman de José Alfonso Arguedas, l'indianiste le plus connu, une célébration officiellement interdite dans les Andes de nos jours se pratique parfois clandestinement dans les communautés les plus inaccessibles. On y célèbre la victoire de la culture andine. Le condor, attaché par ses griffes à l'échine d'un taureau, en dérision de la tauromachie des conquérants, sera vaincu dans cette corrida sanglante devant le titan ibérique humilié. Les Indiens reproduisent ainsi l'épopée du choc entre les deux races. Le condor est ensuite libéré, couvert de banderoles colorées, pour aller, messager des hommes, dialoguer avec les divinités des cimes, les Apus. Les Amérindiens, péruviens, aiment entretenir cette réciprocité, ce commerce d'amitié, de vénération envers les dieux, comme ce personnage géant accoudé au flanc d'une montagne, inscrit dans la roche du désert de Paracas par le peuple Nazca, pour interpeller les dieux du haut de son promontoire. « Et vous, les dieux, ne nous oubliez pas, nous, vos hommes fidèles. » Et comme disait Hernán Valerde, le poète, tant que les condors sillonnent l'espace, les dieux trouveront le chemin du retour.
Rappelez-vous, Cortés avait dit en découvrant le Mexique, « Les Espagnols sont angoissés d'une maladie de cœur dont le remède est l'or. » C'est ainsi que survint la catastrophe historique, appelée d'un euphémisme la découverte du Nouveau Monde. Découverte de quoi, je vous le demande? Les Amérindiens ne connaissaient-ils pas déjà leur univers, leur culture diverse et raffinée? Tout au plus, ce fut une rencontre de l'Occident, le continent où le soleil déclinait, avec le monde amérindien où le soleil, les montagnes et le jaguar étaient Dieu. Il fallut l'arrogance des souverains espagnols, Charles Quint puis Philippe II, pour prétendre qu'il régnait sur un empire où le soleil ne se couchait jamais. Pour les Incas, il s'agit d'un nouveau Pachacútec, un retour du temps, une révolution de l'espace-temps, un événement qui marque la fin de l'âge d'or et le commencement d'un nouveau cycle de création et de destruction. L'âge de la guerre, un ethnocide, un génocide comme vous le savez. Les évangélisateurs catholiques inventent à leur convenance l'émergence d'un troisième soleil, l'avènement de la lumière du Christ sur l'âge des ténèbres, des Malkis et des Achachilas, les démons des montagnes du monde andin. On construit des églises sur les temples incas, l'église de Santo Domingo sur le Coricancha, le temple du soleil. À Cusco, l'or était les larmes et la sueur du soleil, l'argent les larmes de la lune. Le patio du Coricancha était décoré d'un jardin doré, avec une fontaine en or, des parois couvertes d'or, l'image en or du soleil incrusté d'émeraude, d'innombrables vasques et urnes remplies d'objets aussi en or, à l'effigie de tous les êtres vivants, oiseaux, serpents, crabes, chenilles. Tous ces trésors incas ont disparu, fondus en lingots. Certes, cet or a financé la splendeur des palais et des cathédrales espagnoles, les guerres de la chrétienté contre l'Empire ottoman. Tout le produit de ce sac, évalué à 6 tonnes de lingots, environ 80 millions d'euros actuels, serait un trésor d'une valeur inestimable s'il existait toujours sous sa forme originelle d'œuvre d'art. Retenons ainsi cette leçon de l'histoire. Tout doit périr. Les cultures et les civilisations meurent aussi. L'Indien conquis pour se protéger de la répression par l'envahisseur et des persécutions de l'Inquisition a adopté une attitude d'autodéfense culturelle qui préservait au moins en partie son identité. Il a gardé, en les adaptant, les éléments essentiels du mythe andin qui pouvaient aussi représenter la tradition des oppresseurs. Donc voici quelques exemples. La croix du calvaire au zénith céleste, chrétien, s'interpénètre avec le lama noir à la croisée de l'écliptique. C'est le pont par lequel les humains morts reviennent chaque année sur la terre pour le culte des anciens et pour la fête de tous les saints chez les chrétiens. Il y a la fête de l'Inti Raymi, la fête du soleil au solstice du mois de juin, le retour de la lumière en hiver austral, confondu avec la fête du Corpus Christi, le Sacré-Cœur chrétien. Il y a aussi le pèlerinage Kolioriti, l'étoile de neige en quechua, antique culte de fécondité au dieu soleil marié à la terre Pachamama sur les crêtes de la cordillère. L'auteur péruvienne Alfonsino Barrionuevo décrit ce rituel dans son livre Cusco Magico. Les cérémonies des Andins ressuscitent des traditions millénaires, comme le bain lustral dans l'eau virginale du glacier, le Salut Zapacheta, les montagnes, ces offrandes de pierre, au col et au sommet, comme les cairns de roches amoncelées sur les crêtes dans les Alpes par les montagnards. Il y a le rite du baiser à la terre quand les pèlerins aperçoivent l'étoile de neige, le sommet Koliuriti, au-dessus des Nevados, les sommets enneigés. Les Indiens se rendent ce culte depuis des siècles, en saluant à l'aurore la rencontre amoureuse du soleil Inti avec la terre Pachamama. Il y a encore les connaissances astronomiques de certains agriculteurs ou chamans qui nous rappellent le monde inca,
comme j'en ai rencontré sur l'altiplano, dans les communautés andines isolées à plus de 4000 mètres. Ils savent prévoir les conditions climatiques ou conseiller à propos de la meilleure époque pour les semailles. Je me souviens en particulier d'un jeune Indien revenu de la capitale Lima, où il jouait de la guitare dans un groupe folklorique. Il nous fit une nuit une lecture des astres et de la prévision météorologique. Il connaissait en outre une 60aine de plantes curatives de la montagne, un savoir transmis par son père. La médecine andine est une autre survivance importante des connaissances préhispaniques. Je mentionnerai quelques traits de la nosologie andine liés aux conditions de la vie en haute montagne. Airi en Aymara, Huayra Apiscan en quechua, est la maladie due au vent fort qui pénètre dans la personne et peut déclencher la mort au milieu de grands frissons. Sans doute une pathologie infectieuse à nos yeux. Il y a Apiscan en quechua, être frappé par l'éclair, est une condition malheureusement fréquente en montagne. Si on en échappe, on est investi par les dieux de pouvoirs surnaturels et l'on devient chaman. Il y a aussi Chunchul Tikraska en quechua, avoir le cœur retourné, un mal qui peut survenir après une chute brutale, avec malaise, des maux de tête, la fièvre. Seul le Shuimafi-Kuntiri peut redresser le cœur. Antolan Katrata en Aymara est une condition provoquée par les feux follets dans les marais, associés à des troubles digestifs graves. On pourrait la corréler peut-être au volvulus du sigmoïde, une pathologie relativement plus fréquente en altitude en raison de la distension des gaz intestinaux par la décompression atmosphérique. Enfin, une caractéristique essentielle de la médecine andine est sa dimension spirituelle, holistique, dirait-on aujourd'hui, illustrée par des pathologies comme la maladie de la honte, la perte de l'âme ou la déviation de son dessein. Les agriculteurs andins, enfin, comme tout montagnard, développent un remarquable sens de la nature et savent en déduire des prévisions sur les conditions météorologiques à venir, en observant les animaux et les insectes par exemple. Les années de déluge, les nuages portés par la constellation du Lama Noir, issue de l'océan amazonien, vont boire en juillet les eaux du Pacifique, comme je l'ai dit. Après octobre, quand leurs amas s'accrochent aux aiguilles de la cordillère, de violentes précipitations se déversent. Ces pratiques chamaniques jouent encore un rôle dans la communauté et les campesinos consultent le météorologue et suivent son inspiration pour décider de leur semaille. Dans des circonstances climatiques exceptionnelles, il leur arrive de pratiquer le rite du sacrifice du lama pour lire dans ses viscères la prévision de pluie, de sécheresse ou de gelée, comme le faisaient autrefois les savants incas à Maotas après des offrandes aux dieux. Cette adaptation culturelle, certains l'ont appelée syncrétisme de guérilla, est donc une résistance naturelle à l'acculturation ou à la globalisation. Elle est véhiculée par la langue vernaculaire. Mais elle répond aussi à certains symbolismes universels communs à l'humanité. Dans toutes les cultures, on retrouve l'idée des origines et du destin, certains mythes comme celui de la création, celui d'un monde après la mort, les cataclysmes aussi inscrits dans la mémoire populaire comme une inondation, un incendie. Certains symboles aussi sont universels comme le serpent, la croix. On peut ainsi mettre en perspective l'idée de l'ethnocide des cultures précolombiennes. En dépit des massacres, des horreurs de la conquête et de l'Inquisition, on découvre une civilisation précolombienne résiliente qui transcende la culture occidentale. C'est un flux de la vie. Comme la matière, les cultures ne meurent pas. Elles se fécondent, se transforment mutuellement. Au long des 25 années où j'ai côtoyé les communautés andines, durant mes activités d'enseignement ou de recherche avec les étudiants d'école de médecine de Cusco, j'ai pu découvrir un univers indien très riche, chargé de survivance des traditions rituelles et de religions préhispaniques. Il existe un monde amérindien qui a su conserver son identité,
sans l'adultérer, en adaptant simplement, en apparence, ses pratiques aux exigences de l'envahisseur. Un imaginaire amérindien qui n'a fait qu'adopter du bout des lèvres, on pourrait dire, la religion et les coutumes chrétiennes imposées par la force. On a parlé de syncrétisme, mais il n'est qu'apparent. Les conquérants ont certes systématiquement éliminé les élites du pays, quoiqu'il n'ait pas, soit dit au passage, refusé de prendre les sœurs et les filles des Incas comme concubines. Mais les conquérants n'ont pas réussi à changer l'esprit, les mentalités et les traditions ancestrales des Amérindiens. On n'arrache pas sa tête au peuple indien si l'on n'éradique pas aussi sa langue vernaculaire. Il existe une mémoire des peuples qui résiste et survit à toutes les crises et cataclysmes. On l'observe au présent dans la résurgence des cultures amérindiennes dans les plaines d'Amérique du Nord, au Mexique et dans les Andes. Nous voyons même des pouvoirs nationaux qui intègrent les cultures amérindiennes. Pour conclure, devant cette petite fille aux pieds nus dans la neige, à 4000 mètres d'altitude, on peut s'interroger, quel sera son avenir? Peut-on s'inspirer des multiples et diverses cultures traditionnelles pour définir d'autres scénarios du futur? Après la globalisation occidentale qui a apporté tant de misère, verrons-nous dans les Andes le retour de l'âge d'or, un néo-incaïsme dont rêvent les élites de l'ancienne capitale Cusco, oblique du monde? Verrons-nous un nouvel équilibre multipolaire, mondial, comme il s'ébauche avec la montée des pays BRICS et le recul relatif du monde occidental qui a dominé le monde ces derniers siècles? Nous le verrons.